Cette semaine, je vais faire une émission anti-corbeau, ou plus simplement, anti-théorie du complot. La théorie du complot est assez simple à définir. C'est l'idée que des puissances occultes, dans l'ombre, contrôlent et manipulent nos vies. Que les dirigeants politiques et économiques dissimulent au maximum ce qu'ils font, cela ne fait aucun doute. Mais le problème principal de cette théorie, c'est de nous les montrer comme superpuissants, arrivant à tout contrôler, à tout gérer, alors que le principal défaut qu'on pourrait leur faire, en dehors du fait d'être des salauds exploiteurs, c'est justement de n'avoir aucune maîtrise de ce qu'ils font. L'exemple le plus criant étant la destruction de la planète. Ils n'ont pas fait exprès, c'est juste qu'ils s'en branlent. En clair, ils sont mauvais autant d'un point de vue moral que pratique. Cette théorie, vieille comme Mathusalem, est plus utile pour eux, et particulièrement aujourd'hui, avec la diffusion tout azimut d'informations par Internet. Avec Internet, n'importe qui peut dire n'importe quoi. On est assailli par tout un tas de ces théories fumeuses, et finalement, cette forêt de conneries en barre permet de cacher l'arbre des vrais scandales. Et puis, comme pour le racisme, désigner un coupable imaginaire permet de faire oublier les vrais problèmes. Comme au Moyen-Âge, avec M. Carnaval, il faut un coupable de tous nos maux. Le pouvoir sarkozyste, arrivé au pouvoir grâce aux voix nauséabondes de l'extrême droite, tire d'ailleurs sur cette ficelle depuis le début. Alors on a eu droit aux immigrés, ficelle bien usée, puis les jeunes délinquants, les pédophiles, l'ultra-gauche, les tziganes, les parents des missionnaires, j'en passe et des meilleurs. On remarquera qu'à chaque fois, ces coupables n'ont pas les moyens de se défendre ou permettent, comme pour les pédophiles, de créer un consensus permettant de restreindre nos libertés à tous. La théorie du complot est à l'inverse du racisme et de la bêtise ordinaire, dirigée contre les puissants, ou plutôt contre une image faussée de ceux-ci. Donc aujourd'hui, les juifs et la franc-maçonnerie. Encore plus fort que les extraterrestres de Ron Hubbard, le protocole des sages de Sion. Ma jüdische Mama, es gibt nicht besser in der Welt. Oi, ma jüdische Mama, oi weh, wie bitter, wenn sie fehlt. Wie schön in Lichten is in Haus, wenn die Mammes du. Wie Fenster treudig, wenn Gott nimmt sie auf eurem Havor. In Wasser, in Feuer, wollt sie gelaufen vor der Kind. Nicht halten Teier, das ist gewiss der größte Sinn. Oi, wie glücklich und reich ist ein Mensch von Schott, als ein schöner Matone, geschenkt von Gott. Nur mein altitschke jüdische Mama, oi Mama, mein. A jüdische Mama, I miss her more than ever now. My Yiddish mama, I long to kiss her wrinkled brow. I long to hold her hand once more, as in years gone by, and
and ask her to forgive me for things I did that made her cry. In Wasser and Fire wollt sie geläufen vor Kind, nicht halten Teie. Das ist gewiss der größte Sinn. Hoi, wie glücklich und reich ist ein Mensch, was hat als eine schöne Matone geschenkt von Gott. Ranaltitschke, jiddische Avant de commencer, quelques mots sur la franc-maçonnerie et les juifs. Pour que les choses soient claires, je ne suis pas franc-maçon et je ne m'intéresse pas à la franc-maçonnerie. Ce qui me repousse le plus, c'est son délire élitiste et son truc de la cooptation. Ils auront beau dire le contraire, c'est comme ça que ça marche. Pour rentrer, il faut être coopté. J'ai remarqué que beaucoup d'anti-francs-maçons sont des frustrés à qui on a refusé leur entrée dans le temple. Ce n'est pas mon cas. Alors qu'est-ce qui peut bien rassembler une Louise Michel et un Pinochet, la loge de la vallée des rois silencieux de la bande à Pasqua et la loge fraternité de Bakounine? En fait, à peu près rien, à part le fait de croire au grand architecte. Mais on pourrait avoir la même réflexion pour l'Église catholique. Qu'est-ce qui rapproche un abbé Pierre d'un Benoît XVI? Les prêtres révolutionnaires d'Amérique latine et l'Opus Dei, un des principaux soutiens religieux de l'écrasement de la République espagnole de 1936. Personnellement, j'aime beaucoup Corto Maltese ou la flûte enchantée. La franc-maçonnerie se targue d'être progressiste. En fait, elle ne fait que suivre l'air du temps. Aujourd'hui, que la société se droitise et se réactionnise, il est normal que la franc-maçonnerie suive le mouvement. Comme par exemple avec Alain Boer, qui n'a aucun problème pour faire des bouquins avec des auteurs d'extrême droite, qui a axé ses recherches sur la répression populaire et qui se fait son blé avec la sécurité. De toute façon, une des particularités de la franc-maçonnerie, c'est de laisser énormément de liberté d'action à chacune de ses loges. Ce qui fait que si vous passez d'une loge à une autre, vous vous retrouverez sur une autre planète. Pour conclure, ce n'est pas la franc-maçonnerie qui crée les magouilles, c'est les magouilleurs qui se servent de cette structure parfaitement adaptée à leur saloperie. La franc-maçonnerie n'existerait pas, ils trouveraient une autre structure pour le faire. Bon, on va s'arrêter là. De toute façon, si le sujet vous intéresse, je vous conseille le bouquin de Boucher. C'est le genre de franc-maçon que j'aime. Entré en 1942, il écrit son bouquin après-guerre afin de remettre les choses en ordre et ne sort pas du domaine théologique. Je ne suis pas juif non plus. L'antisémitisme n'est pas une nouveauté, loin de là. La différence aujourd'hui, c'est la création de l'État d'Israël et l'utilisation de l'antisémitisme par les réactionnaires nationalistes et autres fachos juifs. Alors une phrase sur l'État d'Israël. C'est un pays impérialiste et colonialiste, comme les États-Unis, l'Espagne au Pays Basque, l'Angleterre en Irlande, le Maroc au Sahara occidental, etc. Son armée commet des crimes, comme l'armée française en Algérie, au Rwanda et ailleurs. Alors est-ce que c'est une excuse? Certainement pas. Mais je reviens sur le sujet qui nous intéresse, l'antisémitisme en France. Alors bien sûr, il y a l'affreux skinhead ou l'islamiste fou. Mais comme tous les racismes, c'est dans les petites choses de la vie quotidienne qu'il fait le plus de ravages. La religion juive, comme les autres religions, a un principe fondateur. Tout ce qui n'est pas interdit est obligatoire. Donc à la base, on n'est pas d'accord. Alors être juif, ça veut dire quoi? Les interprétations divergent.
et divergent, c'est énorme. Pour les orthodoxes réactionnaires, c'est extrêmement compliqué. C'est un véritable chemin de croix. Par exemple, si le père est juif et pas la mère, on n'est pas juif. Que les orthodoxes sortent ce genre de conneries, c'est pas que je le comprenne, mais c'est dans la logique de ce qu'ils sont. Par contre, quand un non-juif explique ça, il mérite juste une grosse baffe dans sa gueule. Et lui, la famille de son père, elle n'existe pas? Et ce schmock nous répondra « Oui, mais moi je ne suis pas !» Et paf, une deuxième baffe dans la gueule. Donc après la pause musicale, les protocoles des sages de Sion. Southern trees bear a strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. Eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rise, for the tree